Je suis né le 10 septembre 1960 et je suis né avec à l'époque, ils appelaient pas ça un spina bifida, ils appelaient ça un epispadias spina bifida. Tous les spina bifida qui sont paraplégiques, eux, ils ont le problème, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et tous les spina bifida de la partie urologie, c'est sur l'avant, le trou est devant. Et on est quasiment sans vessie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sphincter, il n'y a pas de vessie. C'est un gros handicap, mais qui n'était pas connu dans les années 60. Maintenant, une maman qui porte un enfant, on peut déceler le spina bifida. Et c'est les parents qui décident si on garde oui ou non l'enfant. Quand vous êtes à la campagne, dans la France profonde, et que ce soit les médecins ou même les hôpitaux qui n'avaient jamais vu ça, il a fallu qu'on aille directement sur Paris. Même eux, là, les scientifiques, ne connaissaient pas cet handicap. J'ai toujours connu, jusqu'à mon âge de 34 ans, des couches. Alors vous devez bien vous imaginer que quand vous allez à l'école et qu'il faut cacher les couches pour pas que personne décèle que vous avez un handicap, on peut pas. Et puis, bien évidemment, dans nos campagnes, tout le monde sait que le petit Eric, il est handicapé. Il fait pipi dans des couches. Alors, à l'école, vous êtes insulté de pissou, d'infirme, d'handicapé. Et puis arrive l'adolescence. L'adolescence, c'est quoi? C'est quelques amourettes, quelques copains, jouer au foot. Sauf que moi, je ne pouvais pas jouer au foot. Je ne pouvais même pas aller me laver avec les copains dans les vestiaires. Ben non, bien évidemment, quand vous êtes H24 incontinent, ça coule tout le temps. Et on ne sent pas en plus que ça coule. Et quand vous n'avez pas les moyens d'acheter des couches, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous restez avec vos couches. Et c'est le pantalon qui est trempé. Alors là, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait le pantalon sur le chauffage pour qu'il sèche, avant de reprendre les cours. Alors, pour dire que l'enfance a été terrible, oui. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier que je faisais quand même des infections urinaires à répétition. Alors j'étais des semaines complètes sous antibiotiques, mais en milieu hospitalier. Alors l'école, c'était plutôt en zigzag. Hein. Mais après, il y a aussi le fait qu'on veut être comme tout le monde. Quand on est en discothèque et puis qu'on danse un slow, hein, bon, même si c'est perdu maintenant, mais nous c'était ça, et ben, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On est homme, on est femme. Hein. Et ben, sauf que moi c'était un bisou, et puis après ben, je me barrais en courant, hein, c'est le cas de le dire. Je prenais la fuite, parce que je ne pouvais pas aller plus loin. Et j'en parle encore difficilement, parce que c'est très très dur, jusqu'à 34 ans, de ne pas avoir aucun rapport sexuel. Le combat, il vous appartient. L'handicap, c'est le vôtre. Personne ne peut prendre votre handicap. Moi, je n'ai jamais accepté que quelqu'un vienne pleurer au pied de mon lit. Mais ça forge un caractère. J'étais tout seul dans les hôpitaux à Paris, le petit provincial qui était des mois et des mois dans les hôpitaux. Moi, je me cachais sous les draps pour pleurer. J'ai jamais eu de visite, moi, dans les hôpitaux. Mes parents n'avaient pas les moyens, j'ai 7 frères et sœurs. J'ai été parti comme apprenti boulanger. Sauf qu'apprenti boulanger, il faut aussi, malgré l'handicap, aller en formation. Et puis que vous faites pipi H24, il faut là encore se cacher. Mais sauf que j'ai eu mon CAP, puis j'ai fait compagnonnage. Déjà, je me suis dit, le parcours n'est pas si mal. Et puis bon, après, avec des connaissances, j'ai fait la pêche pendant 10 ans. Et de la pêche, c'est la vie de tout le monde, hein, c'est de se remettre en question. Je suis parti travailler sur la Hague, au centre de retraitement. Je suis devenu responsable des déchets sur le site de la Hague. Voilà mon parcours, assez atypique quand même. J'étais appareillé avec une poche de chaque côté, bâbord et tribord, et je me promenais à aller faire mes commissions avec les poches, les sacs à urine. Et quand j'ai vu une émission de François de Cluzet, en 1994, le sphincter artificiel, j'ai dit, mais pourquoi pas moi? Et je suis arrivé à l'hôpital, et j'ai découvert la brochure du sphincter artificiel, qui s'appelait à l'époque AMS 800. Rien que l'entête, une nouvelle vie commence pour vous.
Là, déjà, vous tournez la page parce que vous dites une nouvelle vie commence pour vous. À l'âge que vous avez, 34 ans, quelque part, vous y croyez plus. Eh bien, paradoxe, on tourne la page, on voit comment fonctionne plus ou moins le sphincter artificiel avec la pompe, le ballonnet, la manchette. Et de là, vous êtes là dans un autre monde, c'est de dire, en fin de compte, j'y crois. Moi, ça a été 6 mois d'hôpital pour poser le sphincter artificiel parce que j'étais un des premiers en France. Maintenant, on rentre le matin, on ressort le soir. Et je suis arrivé en maison de rééducation, seul avec mon implant de sphincter artificiel qui n'était pas encore activé, parce qu'il fallait attendre 3 semaines pour l'activer. Et là, le premier jour, à la première heure, je lève la tête et sur qui je suis tombé? Ma femme, une nouvelle vie commençait pour moi et pour le sphincter artificiel et pour une vie normale, de couple. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus maintenant? En parlant avec le professeur Emmanuel Chartier-Caster, qui me connaît depuis 20 ans, qui me suit depuis 20 ans, qui m'a dit « mais il n'y a que vous pour parler aussi facilement de l'handicap et de patient en patient ». C'est là qu'il m'est venu sur mon lit d'hôpital de dire « je vais créer une association, parlons pipi sans tabou ». Mais il n'y a rien de vulgaire, hein. Tout le monde se fait peur avec les mots, mais non, les mots ils ont un sens, le pipi ça a un sens. Je suis quand même 35 patients qui viennent me voir, mais avec mon franc-parler. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette association, pour pas que les gens souffrent comme moi j'en ai souffert. Le ministère de la Santé qui m'a invité en tant que président d'association, c'est parce que je leur avais écrit, je les avais sollicités pour un événement qu'on a fait en mars 2023, qui a eu un succès fou sur une journée, 600 personnes. Je reviens du ministère de la Santé, où j'ai été très chaleureusement reçu. Et c'était pour leur demander déjà, comment se fait-il que les personnes qui sont handicapées par l'incontinence urinaire n'ont pas d'aide pour les protections absorbantes, les couches en l'occurrence, qui est un budget mensuel de 150 à 200 euros, qui n'est remboursé à hauteur de rien du tout par la sécurité sociale. Il y a aussi le fait que les indemnités kilométriques ne sont pas remboursées. Quand vous habitez Paris, ça vous coûte 0. Quand vous habitez Cherbourg, pour venir à Paris, c'est un billet de 1 000 euros. Voilà mon combat. Et j'ai été écouté parce que nous attendons une autre convocation par le ministre lui-même, François Braun, parce qu'il travaille sur un programme sur le périnée de la femme. Et bien évidemment, ça rentre tout à fait dans le concept d'association Parlons pipi sans tabou. Le problème, il est là, c'est l'isolement. Il faut en parler. On a créé l'association, c'est justement par rapport à ça. C'est lever le mutisme, l'isolement, la honte de soi. Vous avez des personnes qui n'en parlent même pas à leurs propres enfants. L'handicap, il faut vivre avec. On peut vivre avec un handicap et vivre comme tout le monde. Et de surcroît, c'est que quelqu'un qui est handicapé a une force morale encore plus importante qu'une personne qui n'a jamais été malade.